Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on va parler de Alice in Borderland saison 2. Oui, malheureusement, comme vous pouvez l'entendre, je suis encore un peu malade, mais il faut absolument qu'on parle de cette masterclass. C'est encore mieux que Squid Game pour moi. Bon, bien évidemment, si tu n'as pas vu Alice in Borderland saison 2 ou même la saison 1, je t'invite à la regarder sur Netflix, évidemment. Après, peut-être qu'il est sur Internet, je sais pas, mais moi, j'ai regardé sur Netflix et c'était vraiment une masterclass, donc il faut vraiment qu'on en parle. Pour moi, c'est carrément mieux que Squid Game. Et d'ailleurs, le dernier épisode, il m'a vraiment retourné le cerveau. C'est une énorme dinguerie, les amis. Oui, mais j'ai une théorie par rapport à ce qui s'est passé, parce que dans cet dernier épisode, voilà, ils ont dit que c'était une météorite qui a frappé tout le monde, et du coup, tout le monde était sur le point de mourir. Et c'est lorsqu'ils frôlent la mort qu'ils arrivent dans ce monde où il y a les fameux jeux de Alice in Borderland, voilà. Et pour moi, déjà là, il y a une petite incohérence et c'est pour ça qu'ils vont faire encore un dernier épisode parce qu'on voit la finale carte du Joker. Donc, pour moi, pourquoi c'est pas possible que ce soit une météorite? Parce que si vous faites bien attention, les amis, quand ils sont arrivés dans le monde de In Borderland, là, eh ben, ils étaient tous les trois et il n'y avait personne aux alentours. Et tu vois que les gens, en fait, quand ils arrivent dans ce monde, ils arrivent au compte-gouttes. Ils n'arrivent pas tous en même temps, alors que si c'était vraiment une météorite qui avait frappé les lieux, ils auraient dû atterrir tous en même temps. Donc pour moi, déjà là, c'est pas possible que ce soit le cas d'une météorite. Pour moi, c'est forcément qu'ils sont morts, mais pas tous en même temps. Ils ont dû se faire renverser par la voiture, les trois. Et je pense que pour le cas par exemple, la meuf qui est avec Alice là, bah elle, je pense qu'elle a dû faire de l'escalade pour aller rejoindre son père, pour aller chercher le cadavre ou je ne sais quoi. Et du coup, elle a dû glisser, elle a dû tomber. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée ici, dans ces lieux-là. Pareil pour les autres, hein, je pense que tu vois le médecin là. Super badass ce gars-là. J'ai oublié les noms, vous m'excuserez. Hein. Le médecin qui résout toutes les énigmes et qui est super intelligent, qui calcule tout. Lui, par exemple, comme il était médecin, il se peut qu'à un moment donné, eh ben, il ait une conscience de professionnel qui a failli, tu vois, c'est plus sa conscience personnelle qui a pris le dessus, et du coup, il a finalement aidé quelqu'un à faire une greffe de sang, de cœur, ou je ne sais quoi, et du coup, le médecin, tu vois, il n'était pas d'accord avec lui, du coup, il y a une corruption, ou je sais pas quoi, et du coup, il a dû se faire tuer, malheureusement, parce qu'un grand patron qui voulait que, voilà, le cœur, tu le greffes sur mon fils, ou une de mes connaissances, et du coup, en fait, tu l'as pas fait, et du coup, il est mort, du coup, je viens me venger, enfin bref, je pense que chaque personnage a dû se faire tuer, mais pas par une météorite, par une autre raison, et c'est pour ça que finalement tous les personnages arrivent dans le monde d'Alice in Borderland, mais au compte-gouttes, pas tous en même temps. Donc je pense que la théorie de la météorite n'est pas valide. Mais il n'empêche que ce dernier épisode, avec toutes ces théories, c'est Genjutsu qu'elle a mis, la reine de cœur, franchement j'y ai cru à chaque fois. Quand elle a dit oui, en fait, dans le futur, on a réussi à dompter la nature humaine. Finalement, tout le monde s'ennuie parce qu'on prolonge leur vie à fond. Et puis finalement, hop, on a des machines pour les envoyer dans des mondes virtuels. Et c'est pour ça que tu es dans le monde d'Alice in Borderland, là. J'ai fait, oh là là, j'y ai cru. Et après, elle fait, non, en fait, j'ai menti. Et après, elle reprend une autre théorie, comme quoi, voilà, et je suis tombé à chaque fois dans le panneau. Mais le mieux, en fait, la meilleure... des théories qu'ils avaient sorties, celle que j'ai préférée, c'est vraiment celle du psychiatre. Quand ils disent, ouais, mais en fait, tes amis se sont fait faucher par les deux voitures, et que toi, en fait, voilà, maintenant, tu n'acceptes pas la mort des deux, parce que finalement, tu te sens responsable de leur mort, et du coup, tu es chez moi, la psychiatre, et je te donne des calmants, et j'essaye de te faire rappeler de ce qui s'est passé. Pour moi, là, si ça s'arrêtait là, c'était vraiment une masterclass. Je me serais dit, ouais, parce que, en fait, quand tu vois le monde où il atterrit, finalement, ça correspond vraiment à la personnalité du héros, d'Alice. Parce que tu vois bien qu'au début, il aimait bien jouer aux jeux vidéo et que finalement, le monde où tu as des jeux et où finalement tu dois résoudre des énigmes, sinon tu meurs, ça peut provenir vraiment d'un monde que lui-même a créé. Parce que l'esprit humain, finalement, est capable de créer des mondes par lui-même, hein, par le subconscient. Mais tu vois que ça correspondait très bien à sa personnalité de base, qui adore les énigmes, qui adore les jeux. Et du coup, ça aurait pu être vraiment plausible. En tout cas, moi, j'ai adoré cette théorie. Mais bref, on va quand même revenir vers toute la saison. Sur toute la saison, le début, parce que là, je m'emporte un peu. J'ai vu la fin, voilà, je fais une réaction à chaud. Je vous donne mon avis. Mais voilà, déjà, rien que le début, ça m'avait emballé de ouf. Parce que déjà, dès le début, on reprend cette ambiance avec des énigmes, avec des épreuves. Et tu risques ta vie, voilà, t'es en mode survival. Et t'as un mec vraiment qui arrive en mode tout nu. Genre nudiste. Déjà là... ça raconte quelque chose, déjà tu sais par rapport à ce personnage que lui,
il est nudiste parce qu'il veut être transparent avec les autres et il se montre vraiment par rapport à sa vraie nature. Et c'est là que c'est très appréciable parce que finalement, cette personne-là, comme elle est toute nue et par rapport à son comportement, il dit clairement les termes de ce qu'il pense, il est vraiment à nu. À nu, que ce soit dans le vrai sens du terme et en plus par rapport à voilà, le sens caché, par rapport à ce qu'il cache, par rapport à son mental et tout, il est vraiment quelqu'un de simple qui dit les termes, il est transparent, il est dans l'équité, voilà, il dit avec son équipe, voilà, je suis transparent avec vous, on sera tous à égalité, tu vois vraiment qu'il agit pour ses valeurs. Et tu sens que vraiment, il a vécu une vie de musicien pleine et chargée. Donc c'est pour ça qu'il y va à fond dans ce qu'il fait. Et tu ressens bien sa personnalité en fait. Et mine de rien, c'est un méchant que tu arrives très bien à comprendre et tu t'attaches quand même à lui, tu vois. Parce que moi, j'ai bien aimé ce personnage. Et même son équipe, tu vois. Parce que finalement, comme ils sont simples, ils font pas des coups en traître, ils sont pas tordus. Et finalement, le coup qu'Alice lui a fait à la fin, c'est vraiment un coup de salopard. Hein. Au final, serre-moi la main, il a joué sur les émotions, il a manipulé, et finalement, paf, il lui serre la main. Et en fait, l'autre s'était sacrifié en coupant sa main, donc en fait, il lui a fait un coup de pute. Donc il lui a pris les derniers points et ça a tué toute son équipe. Il n'a pas combattu à la loyale. C'était un traître, Alice in Borderland. Mais après, tu sais que dans les jeux de survie comme ça, finalement, c'est quand il s'agit de survie que finalement la loyauté, le côté ouais, j'agis avec honneur et tout, finalement personne ne s'y prête. Enfin, il y en a qui restent toujours loyaux, qui défendront toujours leurs valeurs jusqu'au bout, tu vois. Mais quand tu es proche de la mort, quand il s'agit de survie et surtout aussi de la survie de ceux que tu aimes, finalement tu es capable de faire des crasses incroyables. Et c'est ce qu'il est en train de faire Alice. Il est vraiment en mode, voilà, je suis prêt à tout pour survivre, je te fais d'un coup de pute, il n'y a pas de bataille à la loyale, paf, serre-moi la main, je te remercie, je te manipule, on s'est battu jusqu'au bout avec honneur, et après, tac, en fait, non, on s'est pas battu avec honneur, là, je t'ai douillé, tu vois. Donc, il y a un coup de pute, mais franchement, le 3e épisode, rien que le fait de voir l'autre, tu vois, tu sentais quand même une culpabilité, l'autre, là, j'ai oublié le nom, mais qui était accroché à son poteau pour défendre la base. En fait, il était là, mais depuis toute l'épreuve, lui, il a rien fait, tu vois. Il n'a pas cherché les bonus, il n'a pas cherché à toucher les gens et tout. Donc, tu te disais, bon, tu gagnes une épreuve sans avoir fait grand-chose, et finalement, là, tu perds aussi, mais toute l'équipe meurt. Sans avoir fait grand-chose, il y a une sorte de culpabilité derrière. Parce que quand tu vois tous les autres qui ont lutté, et que finalement, toute l'équipe perd, et que toi, t'as rien fait, t'es parfois un peu coupable, tu vois. Tu te sens coupable. Du moins. Mais en fait, t'as fait ton rôle. Alors oui, certes, il pouvait pas faire grand-chose hein, en vrai. Ou peut-être si, tu vois. Il aurait pu toucher 1-2, tu vois. Un truc vite fait, mais voilà. Il s'était... voilà, finalement, il s'est sacrifié pour l'équipe. Et c'était une scène assez gore. Parce que le mec, il était contre la caisse, là, la porte. Et il était en train de se fracasser le bras. Et c'était pour faire passer le bracelet. Franchement, j'ai eu mal, hein. J'ai cru qu'à la base, il voulait carrément se couper le bras. D'ailleurs, quand il dit « Allez, 7 mois, on n'a plus le choix et tout », c'était dur, mais c'était fort. Franchement, le scénario, j'ai fait « Waouh !» Parce que tout le monde était en mode « Ouais, c'est foutu, machin, on a perdu et tout ». Cette scène-là était atroce. Mais d'un autre côté, c'est marrant parce que quand tu vois le background du personnage, en fait, il y avait un autre personnage, tu vois, qu'il connaissait, qui avait perdu son bras. Donc, en fait, il faisait ça par rapport à la culpabilité qu'il avait dans la vie antérieure qu'il avait, et il s'infligeait les souffrances qu'il avait vues de l'autre, tu vois. Et je pense que lui, voilà, c'était un des moyens pour se faire pardonner par rapport à son équipe et par rapport à sa vie antérieure. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable. Là, en termes de scénario, c'est vraiment un truc incroyable. Et franchement, là, cette épreuve-là, je crois que c'était le valet de carreau ou de cœur, je sais plus. Il était vraiment énorme. Vraiment énorme. Mais le mec qui était tout nu aussi, je trouvais qu'il avait un charisme, tu vois. Déjà, il était beau gosse, je trouvais. Hein. Je suis pas une meuf, mais bon, voilà. Hein. On peut reconnaître quand même quand un mec est beau gosse. Et surtout quand il est tout nu. Bon, tu vois qu'il était bien foutu. Mais surtout, en termes de valeurs, tu sentais que lui, il se battait pour ses valeurs, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Et finalement, je trouve que Alice, le héros... c'est quand même un enfoiré, tu vois. Alors oui, dans ce genre de cas, oui, il faut survivre, nanani, mais tu vois, t'as pas vraiment gagné à la loyale, et en même temps, je le comprends, tu vois, ça fait un peu
t'as quand même une reconnaissance par rapport au héros parce que ça reste quand même un mec super intelligent, super stratégique, qui sait jouer sur les émotions des autres, et c'est ça qui est beau aussi. Parce que finalement, quand ils perdent au début là, c'est eux qui se sont auto-fait avoir. Parce que l'autre, il était clair, il était transparent, c'est un mec qui va agir avec honneur, et c'est justement sa détermination qui s'est dit on est prêt à se sacrifier et à foncer tous en même temps sur la base. Donc c'est peut-être un truc, si t'étais vraiment intelligent, t'aurais pu anticiper. Mais bon, en parlant d'intelligence, il faut qu'on parle d'un des personnages incroyables de l'histoire, c'est le petit mec là, avec son petit pull comme ça là, blanc, le mec super intelligent. Ce mec là, c'est vraiment incroyable, j'adore ce mec, le médecin. J'ai oublié son nom, mais voilà, le médecin, il était juste incroyable. Déjà, dans le jeu où il devait survivre et que tu as un signe au niveau du dos et que tu dois deviner ce que tu as, et donc tu utilises les autres pour dire c'est quoi mon symbole et tout là. Déjà, le mec, j'aime trop comment il parle. Il est en mode super intelligent, il est là, hey mec, voilà, il y avait un mec un peu faible et tout, d'esprit, il a fait alliance avec lui, puis ensuite il a dit surtout regarde bien les autres, et finalement il arrivait à détecter qui était le traître qu'il fallait trouver. J'adore ce personnage, il est super intelligent, et surtout sa façon de s'exprimer, le jeu d'acteur, moi j'adore, ce mec là je trouve que c'est vraiment incroyable, surtout ensuite il continue en plus, il y a des solos avec lui là. Par exemple, quand il est avec le numéro 2 de la plage, l'épreuve où ils doivent deviner les chiffres par rapport à 0,8, je sais plus, tu multiplies la moyenne totale de machin là et tu dois essayer d'être le plus proche par rapport du nombre que chaque personne aurait fait. Incroyable. Incroyable parce qu'au final, il a réussi à deviner quelles étaient la manière de penser des autres, et même il divulgue carrément ce qu'il va mettre à la fin au numéro 2, regarde je vais mettre 100, finalement c'est toi qui décides, et finalement il est malin parce que c'est la culpabilité de l'autre qui met en jeu pour pouvoir survivre, parce que c'est plus facile, en fait c'est plus facile, comment dirais-je, non plutôt c'est plus difficile de tuer quelqu'un de tes propres mains que de te suicider en fait, je pense, dans ce genre de situation. Parce que là, c'est vraiment ça qu'il lui a fait à la fin comme choix. C'est est-ce que tu préfères te suicider ou tu préfères te tuer ou tu préfères tuer plutôt. Et ça, en fait, en termes de conscience, je pense que la conscience humaine, quand il y a quelqu'un qui en a une, hein, évidemment, je pense que parfois même, tu préfères te suicider. Enfin, en vrai, ça dépend des circonstances. Parce que si jamais tu as déjà perdu toute ta famille, tous tes proches, là, tu peux te dire... ouais, je préférerais me suicider. Mais si tu as encore une véritable raison de survivre, en vrai, il n'y a même pas vraiment besoin de raison en réalité. Mais il s'agit bien de conscience, c'est très compliqué. Parce que si tu regardes à côté de toi et que tu vois que tu as ta famille, et que tu vois que tu as tout le monde qui compte sur toi, et que tu as quelqu'un en face de toi et que tu te dis, soit c'est eux, soit c'est moi, c'est compliqué, tu vois. Par contre, ouais, voilà, en fait, c'est des choix extrêmement compliqué à faire parce que ce n'est qu'une fois sur place devant ça que tu te dis merde, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est sûr parce que si tu as vraiment des proches à protéger et tout, bah en fait, en gros, la question est plus compliquée dans le sens où, tu vois, par exemple, je te pose la question, là je m'exprime super mal, mais si jamais tu dois tuer un inconnu ou tu dois tuer un de tes proches, là la question elle est rapide, elle est facile à répondre, tu vois, tu te dis bon bah je tue l'inconnu. Mais par contre, si on te dit est-ce que tu dois tuer un inconnu ou tu dois te tuer toi-même, ça c'est extrêmement compliqué. Parce que moi, je sais que, je sais pas, surtout si tu as la main dans ton gun et que l'autre personne est en face de toi. Tu le vois en train de te supplier, merde, tu vas me tuer et tout. Voilà, et c'est là que tu te rends compte de la personne que tu es finalement. Tu apprends qui tu es finalement parce que c'est à ce moment-là que tu te poses toutes sortes de questions. Est-ce que moi, je mérite plus la vie que la personne qui est en face de moi ? Et ça, c'est extrêmement compliqué, tu vois. Parce que déjà, le mec, en fait, qui était dans l'épreuve de la plage, là, il s'en voulait déjà par lui-même par rapport à ce qu'il faisait dans son taf. Parce qu'il ne se sentait pas, comment dirais-je, légitime de survivre par rapport à un autre. Parce qu'il faisait déjà... il n'était pas en accord avec ses valeurs, déjà, de base.
Enfin bref, c'est super psychologique, mais moi j'adore, c'est super bien fait. Je sais que cette vidéo, je m'exprime super mal, mais je le fais à chaud, tu vois, je viens de regarder le truc et c'est incroyable. Après, il faut qu'on parle aussi de cette bataille contre le roi de pique. Franchement, le roi de pique, c'est un surhomme. C'est quoi ça? Le mec, il aura dû crever depuis un moment. Je sais pas, à un moment donné, je trouve ça abusé, parce qu'il y a un moment, il y a une voiture qui lui rentre dedans, et je crois qu'en plus, après, la voiture, elle explose. Et le mec, il ressort, genre, il a survécu. Le mec c'est Robocop, le mec c'est Terminator. En fait, c'est un surhomme, c'est pas possible. Même après quand il arrive, comment il se tape là contre le guerrier qui est super fort là, le militaire. Franchement, j'ai pas compris. Là j'ai trouvé que ça abusé quand même. Parce qu'à un moment donné, à la fin, je sais pas, il esquive son tir et il lui tire dessus. Moi j'ai vu la balle transpercer sa tête. Je me suis dit, mais il est mort. Normalement c'est finito. Et en fait, non, en fait, ça l'avait raflé, ça avait touché là, mais il y avait une giclée de sang et tout. Ouais. Après, c'est beau, hein, quand le militaire, ça m'a donné des frissons. Il s'est relevé par rapport à la meuf qu'il avait formée. Tu vois, à un moment donné, la meuf qu'il avait formée, le roi de pique, il est arrivé, il lui a mitraillé. Ouais, désolé si je connais pas les noms. Il est arrivé, il a mitraillé comme ça, en ligne droite. Tu te disais, la meuf, elle est tombée, elle est morte, tu vois. Donc là, le militaire, il s'est relevé, il a eu son élan de colère. Et quand il a eu ça, c'était incroyable. Il a pris, il a collé contre le mur. J'ai cru que c'était transformé en Broly. J'ai fait, il a frappé, il a tapé. Foudra, j'étais à fond avec lui. J'étais, vas-y, défonce-le et tout. Incroyable. Et même après, quand le roi de pique qui s'était arrêté devant la pharmacie, qui voulait pas ouvrir la porte parce qu'il a senti le piège, et qu'en fait c'est lui qui ouvre la porte et qui le fait rentrer. J'adore ce personnage, le militaire là. Voilà, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et finalement, Alice qui vient pour le sauver. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Et le roi de pique, finalement, qui meurt. Mais bon, je trouve quand même que c'est abusé que la meuf ait survécu. Que la meuf a survécu. Parce que finalement, le militaire, pourquoi pas? Déjà, moi, je trouve que c'est abusé, mais il s'est quand même pris une balle en pleine tête. Et finalement, on te dit, finalement, ça l'a raflé. Ah, c'était bizarre, mais bon, allez, passons, faisons l'impasse sur ça. Mais l'autre meuf, elle s'est pris un coup de mitraillette en ligne droite. Pour moi, c'est sûr qu'elle est morte, tu vois. C'est... Tu vois, c'est... tu meurs, c'est tout. Comment ça se fait qu'elle arrive à survivre, à ramper pour aller rechercher le militaire, machin? Pour moi, elle est morte. Après, c'est vrai que la scène, elle est quand même très gore. Surtout quand l'autre, il a sorti le couteau, là, et qui... Tchac. Tu vois, il plante la meuf. Ah, j'ai fait... Aïe, c'est chaud, hein. La meuf, j'avais mal pour elle. J'étais en souffrance en même temps pour elle. Donc là, je me suis dit, aïe, c'est gore, mais c'est... Et pour un dernier boss de roi de pique, c'est un truc de fou, hein. Pour moi, c'est un surhomme. Et pourtant, en fait, en vrai, c'est qu'un homme normal, hein. Parce que finalement, moi, je pensais qu'ils allaient sortir un truc du genre, il a des super pouvoirs. Parce qu'on se rappelle que dans la saison 1, tu sais, les gens qui étaient avec leur tête de cheval, tu sais, des animaux là, qu'il fallait tuer, eux, ils avaient des pouvoirs. Parce que tu voyais la grand-mère qui mettait la tête de cheval, elle devait tuer les autres, et tu voyais que physiquement, elle avait un boost, tu vois. Donc elle était plus forte. Mais là, j'ai l'impression que le militaire, il avait pas vraiment de boost, hein. Enfin, le roi de pique, pas le militaire. Bon, après, il n'empêche que le militaire, il est vachement balèze, surtout quand il était en colère, et même déjà contre les têtes de chevaux et tout là, il était quand même un surhomme incapable de les frapper d'une force incroyable. Tu dis ouais, j'accepte, tu vois, parce que bon, lui il était vraiment fort. J'ai bien aimé aussi son histoire, lui, par rapport à sa conscience, quand il voyait son pote là de la plage, le chef de la plage, j'ai oublié ah merde, j'ai oublié le terme, bref, le chapelier, voilà. J'ai bien aimé le chapelier qui revient à chaque fois, et lui il fait mais c'est bon, je vais me suicider, nanani, et que le chapelier revient à chaque fois. En fait, c'est toujours ça. Quand t'as tué quelqu'un, t'es jamais en paix avec toi-même parce que t'as ton subconscient qui revient vers toi et qui te dit non, tu peux pas t'en sortir comme ça, tu vois. Et c'est ça qui est beau aussi dans cette histoire, c'est qu'au final, le chapelier c'est son pote. Je vous rappelle que le chapelier il a essayé de le tuer. Et que finalement, si le chapelier il était revenu, c'était pour redonner une bonne conscience aux militaires. Parce que finalement, c'est ça le but, hein. C'est que le militaire soit en paix avec lui-même. Et à ce moment-là, quand il avait tué le chapelier, il n'était plus en paix avec lui-même. Parce qu'il culpabilisait d'avoir tué son pote. Et tu peux te dire, c'est ça, hein, parce que quand toi, tu tues ton meilleur pote, forcément, tu vas culpabiliser parce que c'est ton meilleur pote. Tu t'es accroché à lui, tu te dis non, mais on aurait peut-être pu trouver un arrangement et tout. Alors que, en soi, son pote a essayé de le tuer.
tu vois le délire. Mais en vrai, quand tu tues quelqu'un, même s'il est mauvais, ta conscience peut ne pas accepter ça et du coup, tu n'es plus en paix avec toi-même et tu peux avoir des visions parce que c'est ton subconscient qui te rappelle des choses que tu dois régler pour rester en paix avec toi-même. Et là, en l'occurrence, il a réussi à trouver la paix avec lui-même parce que bon, on va peut-être que c'est vraiment une vision de l'autre qui est revenue de l'autre monde, mais c'est finalement lui, en tant que pote, qui revient, qui lui dit, voilà, vis ta vie, je te remercie de m'avoir tué parce que c'est moi qui ai déconné, voilà, tu vois, c'est lui finalement qui vient faire sa rédemption envers le militaire et c'est pas le militaire qui fait sa rédemption envers l'autre et ça c'est encore plus beau parce que c'est comme ça qu'il retrouve la paix intérieure et qu'il arrive à revivre de lui-même et magnifique histoire entre deux meilleurs potes qui étaient vraiment ceux qui ont contrôlé la plage. Je trouve ça incroyable, très belle histoire. Après on va parler forcément de cette dame de cœur. A priori l'épreuve a l'air facile parce que finalement le but c'est de jouer 3 parties et de ne pas abandonner. Ouais, j'oublie des épreuves, mais c'est vrai qu'il y avait une épreuve qui était intéressante aussi, c'est celle qui court. Bon, voilà, vous voyez la vidéo que je fais vraiment à l'arrache en réaction. Bon, c'est vrai que j'avais oublié de revenir sur ce point, mais il y a une autre épreuve où je trouve que c'était la plus compliquée, c'est celle où ils courent et où ils doivent toucher les autres, tu vois, pour les ramener dans leur camp. Et finalement, ils arrivent à gagner parce que, tu sais, il y a un gosse qu'ils doivent sauver à la fin. Et finalement, le truc qui a fait basculer les règles du jeu, enfin qui a fait basculer l'avantage de leur côté, c'est qu'ils ont pu réussir à détourner les 4 premiers qui étaient alliés à la meuf. Parce que la meuf, elle est super forte, elle court, elle arrive à toucher les autres et tout, mais qu'il y avait 4 personnages qui, depuis le début, comme ils étaient forts, bah, ils sont restés avec la meuf, tu vois. Et eux, ils se sont dit, ouais, nous, on veut rester, on veut survivre. Donc, du coup, tant qu'on reste avec la meuf, bah, on peut tout le temps survivre, en fait. Vu que déjà, de base, ils sont athlétiques, ils arrivent à courir et à toucher les autres, tu vois. Et tu voyais que la façon de penser de ces gens-là, c'était vraiment, oh, on n'y croit plus trop. De toute façon, on est avec la meuf, on peut survivre éternellement. Donc, on va rester avec elle éternellement à faire cette épreuve. Et puis voilà, de toute façon, là, on est bien, on peut survivre à l'infini sur ça. Et finalement, moi je trouvais que ça c'était l'épreuve la plus dure parce qu'il fallait réussir à convaincre ces gens-là que hey, il faut quand même penser à revenir dans notre monde réel. Et que finalement les gens, quand ils essayaient de discuter avec eux et de les convaincre, tu vois que eux, ils avaient l'argument du genre ouais mais t'es sûr qu'il y a un autre monde? T'es sûr qu'on peut retourner dans l'autre monde? Tu vois, t'as pas cette garantie, tu vois. Donc si tu sors de cette épreuve et que tu continues à faire d'autres jeux, il se peut très bien que tu meurs, tu vois. Donc pour moi, le plus dur dans cette épreuve, c'était vraiment de convaincre ces gens-là, parce que finalement, tu es dans une situation où tu as réussi à trouver un confort, finalement, un moyen de survie. Et que finalement, si tu sors de ce truc-là, bah, c'est quasiment 90% de chances que tu meurs. Enfin bref. On va revenir sur la fameuse dernière épreuve par rapport à la Dame de Cœur. Il y en a certainement d'autres que j'oublie, mais voilà. Hein. La Dame de Cœur, incroyable, hein. Retournement de cerveau, quand elle a dit les hypothèses, voilà, dans le futur, en fait, vous jouez un jeu, vous êtes entraîné, voilà, on a dompté la nature humaine, on vous met des casques et voilà, réalité virtuelle. Vous êtes transplanté dans ce monde pour ressentir de l'adrénaline parce que du coup, comme vous êtes des humains qu'on a dompté la nature humaine, et ben vous ressentez plus d'émotions puisque vous passez des années à vivre et du coup il vous faut plus d'émotions et tout et donc c'est un jeu. J'ai fait oh, première masterclass, premier genjutsu, première illusion qu'on te met dans la tête, incroyable. Et c'est ça aussi la meuf. Ce qui est fort, c'est que je me suis dit, elle arrive à te projeter dans les illusions qu'elle te raconte. Et ça, c'est un truc de fou. Bon, évidemment, pour l'aspect scénaristique, mise en scène, c'est mieux qu'il fasse comme ça. Parce qu'en vrai, voilà, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais si c'est une dame de cœur, juste qui joue à un jeu et que tu as juste à jouer 3 trucs et que finalement, elle n'est pas capable de te projeter dans une illusion, c'est une épreuve trop facile. Par contre, si la meuf, elle te parle et qu'elle est capable de te projeter dans son délire, dans son illusion, là, ça devient une épreuve extrêmement compliquée. Parce que du coup, comme tu es dans une illusion, bah, tout te semble vraiment réel. Tu fais « Waouh, je suis sur le point de me faire avoir, tu vois ?» Parce que tous les coups
de genjutsu, d'illusion qu'elle leur a mis, moi j'y ai cru à fond, tu vois. Surtout le fait que, en fait, je suis ton psychiatre. Tiens, en fait, qu'en fait, au tout début, quand tu étais avec tes deux potes, en fait, c'était deux potes qui se sont fait faucher par la voiture et qu'au final, t'arrives pas à accepter leur mort et que finalement, tu es en psychiatrie et que c'est moi qui te prends soin de toi, qui te donne des calmants, des médicaments pour que tu te rappelles des faits et que tu reviennes à la réalité. J'ai trouvé ce passage extrêmement fort. En vrai, si ça s'était arrêté sur ce scénario-là, j'aurais dit c'est une masterclass. C'est une masterclass parce que ça a l'air tellement plausible qu'en fait, sa conscience n'est pas accepté la mort de ses potes. Et du coup, il a créé tout un monde virtuel par rapport à son image. Parce que tu te rappelles que son image à lui, c'est un mec qui jouait aux jeux vidéo, c'était un gros geek, et que du coup, comme il kiffait les jeux et les énigmes, il a créé tout un monde en fonction de sa façon de penser. Ça me semblait super réaliste et ça me semblait super plausible. Et j'aurais voulu, en fait, qu'Alice in Borderland, ça se termine sur ça. Genre, la dame de cœur, au final, hop, en fait, t'es en psychiatrie, en fait, tes deux potes, ils sont morts, et en fait, tout ça, c'est toi qui l'as créé, et du coup, ils reviennent à la réalité sur ça. Mais, finalement, c'est pas ça, mais ça aurait été une fin masterclass. Parce qu'au final, après, t'avais sa meuf, là, qui était à côté. Donc, alors, elle, j'ai pas compris, hein, direct, tu m'aimes ou pas, je mouffe toute seule. Dans quel monde tu fais ça? Comment ça se fait que tu t'ouvres toi-même pour faire prendre conscience à l'autre que voilà, je vais mourir et tout. Là, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. À la limite, c'était l'autre meuf qui l'avait entaillé. J'aurais fait ouais, pourquoi pas. Mais là, elle s'est quand même entaillée mode suicide pour essayer de faire prendre conscience à son mec que en plus, c'est oui, voilà. C'était un peu tiré par les cheveux, un peu, mais bon, finalement, le scénario tient super bien la route, parce que finalement, lors de cette psychiatrie, au final, elle lui pousse à abandonner, et on se rappelle que dans le jeu, si tu abandonnes, c'est l'un des seuls moyens de perdre, parce que finalement, si tu continues à jouer, tu finis par gagner. Donc, ouais, moi je trouve que c'était super bien fait. La dame de cœur, j'ai super adoré. Ça m'a bien retourné le cerveau, ça m'a bien fait réfléchir. Et surtout que c'était des théories auxquelles j'avais vachement pensé. Parce que c'est ça aussi, Alice in Borderland. T'as suivi la saison 1, t'as eu une grosse pause avant la saison 2. Et pendant toute cette pause, et même pendant toute la partie 1, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils arrivent dans ce monde ? Tu faisais déjà des théories, tu vois. Moi, je le dis clairement, et je continue à le faire. Je pense que la théorie, c'est qu'ils se sont fait faucher par la voiture. Parce que pour moi, les gens arrivent au compte-gouttes, donc forcément, c'est pas une météorite qui est tombée, parce que sinon, ils auraient dû arriver tous en même temps. Or là, tu vois qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est pas possible que c'est une météorite. Pour moi, c'est clairement, les gens sont chacun morts de leur côté, et c'est pour ça qu'ils arrivent au fur et à mesure. Après, il y a une dernière épreuve, il y aura certainement une suite. Mais voilà, moi, je le dis clairement, j'ai surkiffé Alice in Borderland. Voilà, je kiffe à fond. J'espère qu'il y aura une suite. Ils vont encore nous retourner le cerveau et tout. Mais voilà, j'attends absolument la suite. Et peut-être qu'il n'y aura pas de suite hein, après. Mais j'ai préféré Alice in Borderland à Squid Game. Bon, allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus. Ou plutôt à plus tard dans le car. Ou plutôt à bientôt dans le métro. Et oui, j'ai changé. Allez, ciao, ciao.